Recueil de contes populaires slaves, une traduction de Louis Léger. Les deux frères, conte slovaque. Il y avait une fois un pauvre paysan. Il avait deux fils, Joska et Janko. Janko travaillait dans la maison, il était naïf et lourdeau. Aussi l'appelait-on le cendrillon. Joska était compagnon cordonnier. Le temps vint pour lui d'aller faire son tour d'apprentissage. Il partit un beau matin, sa mère lui avait donné des gâteaux qu'elle avait cuits, son père sa bénédiction. Le voilà en route. Il marche droit devant lui, traverse une montagne sombre, arrive dans une prairie. Là, il tire ses gâteaux et se met à manger. Une bande de fourmis arrive et lui demande à manger. Il leur refuse même les miettes. Et qui pisait, foule les fourmis aux pieds. Les fourmis lui crient « Attends un peu, nous ne viendrons pas à ton secours quand tu seras dans la misère. » Joska fit peu d'attention à cette menace. Il finit son repas et se remit en marche. Il arriva au bord d'une rivière. Un poisson avait sauté hors de l'eau sur le rivage. Il s'efforçait vainement d'y rentrer. Il demanda secours à Joska, mais le voyageur n'eut pas pitié du pauvre poisson, et en passant auprès de lui, il lui donna un coup de pied. « Méchant !» lui cria le poisson. « Nous ne te viendrons pas en aide. » Il ne se retourna même pas, et ne fit pas attention aux paroles du poisson. Il arriva à un carrefour. Là, des diables se disputaient et se battaient. Joska les regarda tranquillement et ne fit rien pour les séparer. Les diables lui crièrent « Attends un peu, tu verras que rien ne te réussira dans ce monde. » « Pourquoi me fatiguer à voyager? Qu'ai-je tant besoin de voir le monde ?» se dit alors Joska. Il s'assit sur l'herbe, acheva de manger ses gâteaux et retourna à la maison. Son cadet, Janko, lui reprocha de n'avoir su réussir à rien dans le monde. « Eh bien, vas-y toi dans le monde, lui dit son père. Nous verrons ce que tu en rapporteras, et si tu sauras mieux voyager que ton frère. » Il le fit entrer dans sa chambre, lui donna pour son voyage une eau qui guérissait toutes les maladies, le bénit et l'envoya courir le monde. Sa mère lui avait cuit une miche pour le voyage. Janko Cendrillon partit et marcha droit devant lui, là où ses yeux le conduisaient. Il arriva dans cette prairie où son frère Joska avait mangé les gâteaux. Il s'assit, et les mêmes fourmis vinrent autour de lui. Janko tira le pain de son bissac, mangea et nourrit les fourmis. Elles le remercièrent en lui disant « Bon Janko, nous viendrons à ton secours. » Janko continua sa route. Il arriva près d'un lac. Là, il vit une carpe qui se débattait sur le rivage. Il la rejeta dans l'eau en disant « Pauvre bête, pourquoi souffrirais-tu sur la terre quand tu es faite pour vivre dans l'eau ?»« Nous te viendrons en aide, lui cria la carpe. Janko arriva à un carrefour. Là, des diables se querellaient et se battaient. Janko se mit de la partie, frappa à droite et à gauche, les sépara et rétablit le bon accord entre eux. « Nous viendrons à ton secours, lui crièrent les diables. Janko nota ce détail dans sa mémoire et continua son chemin. Il arriva à une ville, il y trouva tout le monde en deuil. La fille du roi était fort malade et aucun médecin ne savait comment la guérir. Janko alla à l'auberge et demanda à l'aubergiste « Qu'y a-t-il de nouveau ?» La princesse Julienne est à l'agonie. Celui qui lui rendra la santé l'épousera. Janko se rappela cette eau merveilleuse que son père lui avait donnée. « Annoncez-moi chez le roi, dit-il à l'aubergiste, et dites-lui que je suis le premier médecin du monde. Je guérirai sa fille. » L'aubergiste prit ses jambes à son cou et courut chez le roi. « Nous avons ici, dit-il, le premier médecin du monde. Il vit chez moi, à l'auberge. » Le roi, enchanté, ordonna de faire venir Janko le cendrillon. Janko vint et fit prendre à la princesse un verre d'eau merveilleuse, et aussitôt elle se sentit mieux. Peu de jours après, elle guérit. Mais elle n'avait aucune envie d'épouser le médecin Janko. Ses parents la pressaient d'accomplir la royale parole qu'ils avaient donnée au premier médecin du monde. La princesse résistait. « Soit, dit Julienne, je l'épouserai, mais à condition qu'il accomplira 3 choses que je lui dirai. »« Bien, répondit Janko, si ces choses sont possibles et si Dieu me vient en aide, je les accomplirai. »
La princesse fit 2 sacs de petites graines de pavot et 2 sacs de cendres. Elle mêla le pavot et les cendres et dit « Janko, d'ici à demain matin, sépare le pavot des cendres et je suis à toi. » Janko était fort inquiet. À peine chez lui savait-il écosser des haricots, et on lui donnait un tel travail à accomplir. Que faire? Il s'en alla dans la prairie, se mit à pleurer comme un enfant, priant Dieu de lui venir en aide. Tout à coup, les fourmis s'empressèrent par milliers autour de lui. « Ne désespère pas, Janko, tu nous es venu en aide autrefois. Nous allons te le rendre aujourd'hui. D'ici à demain matin, nous aurons séparé le pavot de la cendre. » En effet, les fourmis se mirent à l'œuvre et le lendemain matin, tout était fini. La princesse fut bien étonnée, et même affligée. Elle ne voulut pas encore épouser Janko, et dit à ses parents qui l'y engageaient. « C'est bien, nous irons à la noce, mais seulement quand Janko m'aura rapporté du fond de la mer la perle la plus précieuse. » Janko se résolut encore à la satisfaire. Il alla au bord du lac et pleura amèrement. Tout à coup, un poisson saute hors de l'eau et lui dit « Janko, pourquoi pleures-tu ?»« Comment ne pleurerais-je pas ?» répond Janko, « quand la princesse Julienne me fait subir de si rudes épreuves et me refuse sa main, si je ne lui rapporte pas la plus belle de toutes les perles. »« Calme-toi, Janko, tu sais bien que nous te viendrons en aide. » Et le poisson lui rapporta la perle désirée. Elle plut fort à la princesse, mais il lui fallait encore une 3e épreuve. « J'épouserai Janko, dit-elle, mais il faut qu'il me rapporte une rose de l'enfer. » À ce mot d'enfer, Janko se rappela les diables qu'il avait séparés et réconciliés. Il courut à l'endroit où il les avait rencontrés et y trouva le chemin de l'enfer. Il frappe à la porte, les diables le reconnaissent, il obtient ce qu'il désire, une belle rose du jardin de Lucifer. Son visage s'était tout noirci au feu de l'enfer. Il rapporte la rose à Julienne, la rose lui plut fort, mais Janko, noir comme un diable, ne lui plaisait guère. Pourtant elle avait promis. Il fallut tenir parole, et dans la suite, elle n'en fut pas malheureuse, car Janko était bon. La belle Julienne revêtit ses plus beaux vêtements. Sur sa couronne de fiancée étincelait la perle et la rose de Janko. Janko le cendrillon, Janko le fils du paysan, l'homme, au visage noirci par le feu de l'enfer, reçut aussi des vêtements magnifiques, ceux du roi même. Il donna la main à Julienne et ils allèrent à la noce. Ce fut une noce comme on n'en voit guère. On y invita ses parents et son frère Josca. On m'y invita aussi, afin que je puisse attester partout que Janko le cendrillon avait enfin trouvé femme. Et quelle femme! La princesse Julienne. La paresse punie. Conte bulgare. Du temps où les hommes étaient bons, ils commandaient à toutes les choses vivantes et même inanimées. Tout a changé, dit-on, depuis que les hommes sont devenus méchants. Par exemple, l'homme qui coupait du bois et qui l'avait mis en tas n'avait qu'à le toucher avec une baguette, et ce bois se mettait en marche dans la direction qu'on lui indiquait. Mais il arriva un jour qu'une femme, ayant coupé du bois et le chassant ainsi devant elle, s'ennuya de marcher à pied à côté du fagot, et elle s'assit dessus. Alors, le fagot refusa de marcher. La femme s'irrita et se mit à frapper à droite, à gauche, mais vainement. Le bois persista à refuser de marcher. En ce moment, une voix s'éleva et dit « Femme, puisque tu as été paresseuse et méchante, au lieu d'être portée par ce fagot, c'est toi qui le porteras. » Et la femme fut obligée de détacher sa ceinture et de s'attacher le bois sur le dos. Le cheveu merveilleux. Conte serbe. Il y avait une fois un homme très pauvre qui avait beaucoup d'enfants. Il ne pouvait pas les nourrir, et plus d'une fois, il avait pensé à les tuer plutôt que de les voir mourir de faim. Mais chaque fois, sa femme l'en empêchait. Une nuit, il vit en songe un enfant qui lui disait « Je sais que tu as voulu perdre ton âme en tuant tes enfants. Je sais aussi que tu es malheureux. Demain matin,
tu trouveras sous ton oreiller un miroir, un mouchoir rouge et un foulard brodé. Prends ces 3 objets en cachette et n'en dis rien à personne. Puis va-t'en dans la montagne. Tu y trouveras une rivière. Suis-en le cours jusqu'à ce que tu arrives à sa source. Puis tu trouveras une vierge brillante comme le soleil, les cheveux épars sur ses épaules et nue comme un enfant nouveau-né. Prends garde de te laisser enlacer par ce monstre perfide. Ne dis pas un mot, car si tu parles, elle te changera en poisson ou en quelque autre animal, et elle te mangera. Quand elle te dira de chercher sur sa tête, fais-le, et examine bien ses cheveux. Tu en trouveras un qui est rouge comme du sang. Arrache-le, et sauve-toi avec. Dès qu'elle s'en apercevra, elle se mettra à courir après toi. Jette-lui d'abord le mouchoir brodé, puis le foulard, puis le miroir, pour ralentir sa course. Ensuite, vends le cheveu à quelque homme riche. Mais ne te laisse pas tromper. Ce cheveu vaut des sommes immenses. Par ce moyen, tu deviendras riche et tu pourras nourrir tes enfants. Quand le pauvre homme se réveilla, il trouva sous son oreiller tout ce que lui avait dit l'enfant. Puis il partit pour la montagne. Il rencontra la rivière et la suivit jusqu'à sa source. Il regarda et vit la Vierge auprès d'un lac. Elle était en train d'enfiler les rayons du soleil pour en broder une toile faite avec des cheveux de jeunes gens. Dès qu'il la vit, il la salua. Elle se leva et lui demanda « D'où viens-tu, inconnu ?» Il ne répondit rien. Elle lui demanda de nouveau « Qui es-tu ? Pourquoi es-tu venu ici ?» Elle lui fit encore bien d'autres questions. Il resta silencieux comme une pierre, indiquant seulement par geste qu'il était muet et qu'il cherchait du secours. Elle lui dit de s'asseoir auprès d'elle, et dès qu'il fut assis, elle lui tendit sa tête. Il se mit à chercher, et dès qu'il eut trouvé le cheveu rouge, il l'arracha et se sauva en courant de toutes ses forces. Elle s'en aperçut et se mit à courir après lui. Et lui, dès qu'il vit qu'elle allait l'atteindre, il jeta sur le chemin le mouchoir brodé, ainsi qu'on le lui avait dit. Elle le ramassa, s'arrêta pour l'admirer. Pendant ce temps-là, il gagnait l'avance. La Vierge ceignit le mouchoir autour de ses reins et se remit à courir. Quand il vit qu'elle allait l'attraper, il jeta le foulard rouge. Elle s'arrêta de nouveau à regarder le foulard, et pendant ce temps-là, il gagna encore sur elle un bon bout de chemin. La Vierge se mit en colère, jeta mouchoir et foulard, et se remit à courir. Quand il vit de nouveau qu'elle allait l'attraper, il jeta le miroir. Elle n'en avait jamais vu. Elle le ramassa, et quand elle se vit dedans, elle crut que c'était une autre femme. Pendant qu'elle se regardait, l'homme s'enfuyait toujours, si bien qu'elle ne put le rattraper. Alors elle revint sur ses pas, et l'homme rentra chez lui, sain et sauf, et joyeux. Arrivé chez lui, il montra à sa femme le cheveu rouge et lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Elle se mit à le gronder et à se moquer de lui, mais il ne l'écouta pas et s'en alla à la ville pour vendre son cheveu. Toute espèce de gens et de marchands se rassemblèrent autour de lui. L'un offrait 1 ducat, l'autre 2, toujours en augmentant, si bien qu'on arriva bientôt à des centaines de ducats. L'empereur entendit lui-même parler de ce cheveu, appela l'homme et lui offrit 1000 ducats de son cheveu. Il le lui vendit. Qu'était-ce donc que ce cheveu ? L'empereur le coupa dans sa longueur, du haut en bas, et il lut beaucoup de choses importantes qui s'étaient passées dans les temps anciens, depuis le commencement du monde. Ainsi, notre homme devint riche, et il put faire vivre sa femme et ses enfants. Or, cet enfant qu'il avait vu en songe était un ange, envoyé par le Seigneur Dieu, qui avait voulu secourir ce pauvre homme et découvrir des mystères qui n'avaient pas encore été révélés jusqu'alors. Le renard et le loup, conte russe. Il y avait une fois un vieillard et une vieille femme. Le vieillard s'en alla pêcher des poissons. Il en rapporta à la maison une pleine voiture. En route, il vit un renard couché tout en rond. Il descendit de sa voiture, s'approcha de lui. Le renard ne bougeait pas. Il gisait, comme mort. « Voilà un cadeau pour ma femme, se dit le vieillard. Et il s'empara du renard,
le mit sur sa voiture et continua son chemin. Le renard prit son temps. Il jeta l'un après l'autre tous les poissons de la voiture, et quand il les eut jetés, il descendit. « Regarde ma femme, dit le vieillard en arrivant. Quel beau collet je t'ai rapporté. »« Où cela ? » ?»« Sur ma voiture, avec les poissons. » La vieille court à la voiture, elle ne trouve ni collet ni poisson, et se met à gronder sur son mari. « Vieille bête, drôle, quel mauvais tour !» Alors le vieillard s'aperçut que le renard n'était point mort, comme il l'avait cru. Il en eut bien du chagrin. Mais que faire ? Cependant, le renard avait ramassé en un tas tous les poissons, s'était assis sur la grande route et s'était mis à se régaler. Arriva un loup gris. « Bonjour, mon frère. »« Bonjour. Donne-moi des poissons. »« Va en pêcher toi-même. »« Je ne sais pas. »« Et moi j'en ai bien pêché. Va sur la rivière, près d'un trou à glace, mets ta queue dans le trou, assieds-toi et répète ces mots. Venez, petits et gros poissons, vous prendre à mes hameçons. Ils viendront eux-mêmes se prendre à ta queue. Le loup alla sur la rivière et fit ce que le renard lui avait conseillé. Le renard le suivit en répétant ces paroles. Que le ciel soit clair, que la queue du loup gèle, gèle. Qu'est-ce que tu dis, frère ? Je t'aide. Et le malin renard répétait. Que la queue du loup gèle, gèle. Le loup resta toute la nuit sans bouger près du trou, si bien que sa queue gela. À la fin, il voulut s'en aller, mais il n'y avait pas moyen. « Que j'ai pris de poissons, pensait le loup. Je ne peux même pas les tirer de l'eau. Mais voici que les femmes du village viennent chercher de l'eau. Au loup, il faut le tuer !» Elles commencèrent à taper dessus, qui avec son bâton, qui avec son seau, chacune avec ce qui lui tombait sous la main. Le loup saute, bondit, il arrache sa queue et se sauve sans regarder en arrière. « C'est bon, se dit-il, tu me paieras cela, mon frère le renard. » Tandis qu'il cherchait à se consoler ainsi de ses peines, le renard était en train de chercher s'il ne pourrait pas encore escroquer quelque chose. Il se glissa dans une chaumière où les femmes étaient occupées à cuire des crêpes, se fourra la tête dans un seau de pâte, se la barbouilla bien et se sauva. Le loup le rencontra. « Voilà donc tes leçons, drôle. On m'a mis tout en marmelade. »« Hé, mon pauvre petit frère, chez toi, ce n'est que le sang qui a coulé. Chez moi, c'est la cervelle. On m'a encore bien plus rossé que toi. Regarde, je peine à me traîner. »« C'est vrai, dit le loup. Où vas-tu ? Vraiment, tu me fais peine, et je te pardonne. Assieds-toi sur moi, je te porterai. » Le renard s'assit sur le dos du loup, qui le porta. Et le renard chantonnait tout doucement. Celui qui a été battu porte celui qui n'a pas été battu. Qu'est-ce que tu chantes, frère ? Je chante. Celui qui a été battu porte celui qui a été battu. Ah, c'est bien vrai, frère. Le chat et le renard. Conte russe. Il y avait une fois un paysan. Chez ce paysan vivait un chat, si méchant que tout le monde le détestait. Le paysan le prit en dégoût. Il se mit à réfléchir, fourra le chat dans un sac, le lia, l'emporta dans le bois et l'y perdit. Il pensait que le chat crèverait. Celui-ci, après avoir longtemps marché, rencontra une cabane, celle du forestier. Il monte sur le toit, il se couche, et quand il a faim, il va chasser dans le bois les souris et les oiseaux. Une fois repu, il remonte sur le toit et vit, sans souci. Une fois, Messire Chat était allé se promener dans la forêt. Il rencontra Mademoiselle Renard. Elle fut tout étonnée de son aspect. « Voilà, pensa-t-elle, bien des années que je vis dans le bois, et je n'ai jamais vu pareille bête. » Elle salua le chat et lui demanda. « Dis-moi, beau jeune homme, qui es-tu ? Par quel hasard es-tu venu dans nos forêts, et de quel nom faut-il t'honorer ?» Le chat hérisse son poil et dit. « J'ai été envoyé des forêts de Sibérie pour remplir ici les fonctions de bourgmestre. On m'appelle Kotofei Ivanovitch. »« Ah, Kotofei Ivanovitch, je ne savais rien de ton existence. Fais-moi l'honneur de venir dîner chez moi. »
Le chat alla dîner chez mademoiselle Renard. Elle lui servit du gibier de toutes sortes et demanda « Kotofei Ivanovitch, es-tu marié ou garçon ?»« Garçon, répondit le chat. Et moi je suis demoiselle. Épouse-moi. » Le chat consentit. Il y eut noces et festins. Le lendemain du mariage, madame Renard partit aux provisions pour avoir de quoi vivre avec son jeune mari. Le chat resta à la maison. Madame Renard rencontra le loup. Il se mit à lui faire la cour. « Qu'es-tu donc devenue, ma commère ? Nous avons visité tous les terriers et ne t'avons point trouvée. »« Ne sais-tu pas, imbécile, que je suis maintenant mariée ? Qui as-tu épousé ? Lisaveta Petrovna. »« D'où viens-tu ? Ne sais-tu pas que des forêts de Sibérie, on nous a envoyé un bourgmestre, Kotofei Ivanovitch. Je suis maintenant la femme du bourgmestre. »« Non, je n'en savais rien. Peut-on voir ton mari ? » ?»« Oh, Kotofei Ivanovitch est d'un tempérament terrible. Celui qui ne lui plaît pas, il le dévore. Apporte d'abord un agneau, en signe d'hommage. Dépose l'agneau et cache-toi de peur qu'il ne te voie. Sinon, gare à toi. » Le loup courut chercher un agneau. Madame Renard continue son chemin. L'ours la rencontre et commence à lui faire la cour. « Que me veux-tu, boiteux Mishka ? Je suis maintenant mariée. »« Qui as-tu épousé, Lisaveta Petrovna ? » ?»« Un bourgmestre qu'on nous a envoyé des forêts de Sibérie. Il s'appelle Kotofei Ivanovitch. »« Ne pourrait-on le voir, Lisaveta Petrovna ? » ?»« Oh, Kotofei Ivanovitch est d'un tempérament terrible. Celui qui ne lui plaît pas, il le dévore. Va-t'en, prépare un taureau et apporte-le lui en hommage. Le loup doit apporter un agneau. Fais bien attention, dépose le taureau et prends garde que Kotofei Ivanovitch ne te voie. Sinon, gare à toi. » L'ours alla chercher un taureau. Le loup avait tué un agneau. Ensuite il l'avait écorché et s'était mis à songer. Voici tout à coup l'ours qui traîne après lui un taureau. « Salut mon frère, Michel Ivanovitch. »« Salut frère Léon. »« N'as-tu pas vu dame Renard avec son mari ? » ?»« Non frère, il y a longtemps que j'attends. »« Va-t'en, appelle-la. »« Non, je n'irai pas, Michel Ivanovitch. Vas-y toi, tu es plus hardi que moi. »« Non frère, je n'irai pas. » Tout à coup, passe un lièvre en courant. Le loup l'appelle. « Viens ici, diable louche !» Le lièvre, épouvanté, accourut. « Sais-tu, drôle, sais-tu où vit madame Renard ? » ?»« Je le sais, Michel Ivanovitch. » »« Cours bien vite, et dis-lui que Michel Ivanovitch et son frère Léon Ivanovitch sont depuis longtemps prêts, qu'ils l'attendent avec son mari et veulent lui offrir un agneau et un taureau. » Le lièvre prit ses jambes à son cou. Le loup et l'ours, eux, songeaient à se cacher. L'ours dit « Je grimperai sur un sapin. »« Et moi, que ferais-je ? » demanda le loup. « Je ne suis pas capable de grimper sur un arbre. Je t'en prie, dis-moi où me cacher. » L'ours le cacha dans les broussailles, le recouvrit de feuilles sèches, grimpa lui-même sur un sapin tout en haut et se mit à regarder si Kotofei ne venait point avec madame Renard. Pendant ce temps-là, le lièvre avait couru au terrier de madame Renard et lui avait annoncé que le loup et l'ours l'attendaient avec leurs présents. « Voici messire le chat qui se met en marche avec madame Renard. » L'ours les voit et crie au loup. « Frère, voici dame Renard et son mari. Qu'il est petit !» Le chat, à peine arrivé, se jette sur le taureau. Ses poils se hérissent. Il arrache la chair avec ses dents et ses griffes. Il pousse des grognements de colère. « C'est peu, dit-il, c'est peu. »« Quoi ?» s'écrie l'ours. « Si petit et si glouton ? Nous ne mangerions pas un taureau à nous quatre, et c'est trop peu pour lui. » Le loup voulut voir ce que faisait Kotofei Ivanovitch. Il écarte légèrement les feuilles qui lui couvraient les yeux. Le chat entend les feuilles remuer, il croit que c'est une souris, il s'élance et enfonce ses griffes dans le museau du loup. Celui-ci détale, sans demander son reste. Le chat, de son côté, a peur et se jette sur l'arbre où l'ours se tenait. « Il m'a vu !» pense l'ours. Et il dégringole 4 à 4, tombe par terre, se foule la rate, ressaute sur ses pattes et court encore. Et madame Renard criait. « Il va vous en donner !
Attendez, attendez !» Depuis ce temps, tous les animaux eurent peur du chat. Maître Chat et Dame Renard eurent une belle provision de viande pour leur hiver. Ils se mirent à jouir de la vie. Ils vivent encore aujourd'hui et ne cessent de faire bonne chère. Le Nigaud, conte russe. Il y avait une fois un vieillard et une vieille qui avaient un fils, un grand Nigaud s'il en fut. « Tu devrais bien, lui dit un jour sa mère, te frotter un peu aux gens pour attraper de l'esprit. »« Attends, mère, j'y vais à l'instant. » Il s'en va par le village et aperçoit 2 paysans qui battent des pois. Il court à eux, se frotte tantôt à l'un, tantôt à l'autre. « Point de bêtises !» crient les moujiks. « Va-t'en ! D'où viens-tu donc ?» Il continue à se frotter. Les paysans se fâchent et l'arrangent si bien avec leur fléau qu'il peut à peine revenir chez lui. « Qu'as-tu à pleurer, enfant ?» lui demande sa mère. Il raconte sa mésaventure. « Ah, mon fils, que tu es nigaud ! Il fallait leur dire. Que Dieu vous soit en aide, bonnes gens. Voulez-vous que je vous aide à battre ? Il t'aurait donné des pois pour ta peine. Nous les aurions fait cuire et manger. » Une autre fois, le nigaud s'en va par le village. Il rencontre des gens qui portent un mort. « Que Dieu vous soit en aide, bonnes gens. Voulez-vous que je vous aide à battre ? » Il se fit rosser de nouveau pour cette mauvaise plaisanterie. Il retourne à la maison et pousse des hurlements. « On m'a assommé, on m'a roué de coups, on m'a arraché la barbe et les cheveux. » Et il raconte l'histoire. « Ah, Nigaud, il fallait dire, Dieu ait en paix son âme. Ôter ton chapeau, pleurer, te mettre à genoux. On t'aurait fait manger et boire. » Une autre fois, l'idiot s'en va par le village. Une noce vient à passer. Il ôte son chapeau et crie de toutes ses forces. « Dieu ait en paix ton âme !» Et il fond en larmes. « Quelle est cette brute ?» murmurent les gens de la noce. « Nous rions, nous nous amusons, et il pleure, comme s'il s'agissait d'un enterrement. » On saute de voiture et on lui frotte les côtes d'importance. Il s'en retourne à la maison et pleure. « On m'a battu, on m'a rossé, on m'a tiré la barbe et les cheveux. » Et il raconte ce qui lui est arrivé. « Mon fils, il fallait rire et danser avec eux. » Il s'en alla par le village et emporta une cornemuse avec lui. Au bout du village, un hangar brûlait chez un paysan. Le nigaud prend ses jambes à son cou et court au feu. Et le voilà parti à danser et à jouer de la cornemuse. Cette fois encore, on le rossa. Il revint chez sa mère, tout en pleurs, et raconta sa mésaventure. « Mon fils, lui dit la mère, tu aurais dû prendre de l'eau et en jeter, comme les autres. » 3 jours après, ses côtes sitôt guéries, il s'en va flâner par le village. Il voit un paysan qui grille son cochon. Il saisit un seau d'eau, court au paysan et arrose le feu. Cette fois encore, il fut frotté d'importance. Il retourna chez sa mère et raconta son malheur. Elle jura de ne plus le laisser sortir. Il est toujours aussi bête qu'autrefois, mais il ne sort plus de chez lui. Dans ce nouveau vlog lecture sur les contes populaires russes, slaves, de Louis Léger. On est donc sur l'avant-dernière diffusion, il reste un samedi et ensuite je vous lirai Micromégas de Voltaire, qui est une nouvelle qui se passe dans l'espace. Mais avant ça, en fait, je vais lire un petit peu l'explication de texte parce que il y a plein de références à côté desquelles on risque de passer sinon. On a lu 6 courts contes, ça sera court aussi la semaine prochaine. On a lu Les 2 frères. Je repasse vite fait parce que évidemment je sais plus. Voilà, Joska et Janko. Donc il y a toujours. Je trouve que c'est une figure récurrente dans les contes que quand il y a plusieurs frères et que l'un est idiot, les frères qui sont réputés pas idiots vont se foirer quelque part. Et par contre, l'idiot s'en sort. L'idiot, il a juste fait ce qu'il fallait, alors que son frère qui est plus intelligent a ignoré, n'a pas nourri les fourmis, n'a pas remis le poisson à l'eau et n'a pas séparé les diables qui se battaient pour les réconcilier. L'idiot, par contre, qui est peut-être plus un petit peu
en communion avec la nature, avec des forces démoniaques, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une croyance populaire aussi que quelque part on a des trucs comme ça, hein, que les gens qui sont différents, ils peuvent être branchés quelque part ailleurs, qui peuvent être branchés sur donc branchés sur quelque chose de surnaturel ou branchés plus sur de la nature, contrairement donc aux gens qui n'ont pas cette idiotie entre guillemets. Là, je parle vraiment de déficience intellectuelle ou quelque chose comme ça. Bon, je vérifie parce que j'ai mon chat qui bouffe n'importe quoi, parce qu'elle est un peu con. Je trouve qu'on est un petit peu dans cette croyance populaire-là, et je trouve que c'est une figure qui est assez régulière dans les contes. Donc c'est sans doute une figure qui est, on va dire, européenne slave, jusqu'à là-bas, là, jusqu'à là-bas à l'est. Mais je crois qu'on l'a vu aussi dans les Mille et une nuits, que souvent, celui qui était décrit comme étant un petit peu... ne comprenant pas tout comme tout le monde, s'en sortait mieux. Et je trouve que c'est intéressant et que c'est rassurant quelque part, parce que il y avait forcément des gamins à qui on racontait des histoires qui étaient peut-être plus en difficulté avec l'apprentissage et à qui on racontait donc des histoires de gens qui ne comprenaient pas tout mais qui s'en sortaient. Là, le truc que je trouvais un petit peu tristou, c'était la princesse, elle a quand même été sauvée. Alors déjà, le frère aîné, il part avec des gâteaux et la bénédiction du père. Le frère naïf et lourdeau, il part avec une miche de pain que la mère a cuit et il part avec une eau qui guérissait toutes les maladies et la bénédiction du père. Il est un petit peu avantagé quand même. Et le truc que je trouvais un petit peu tristou aussi, c'est que la princesse, elle est quand même pas très cool. Hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la princesse, elle était quand même en danger de mort. En buvant cette eau merveilleuse, elle est sauvée. Le deal, oui, bon, c'est un deal qui s'est fait sans doute en dehors de son consentement, mais c'est qu'elle épouse le gars qui l'a sauvée, sauf que le gars lui convient pas. Pourtant, le gars, il a quand même fait des choses miraculeuses et il va continuer à le faire parce que il est gentil, il est peut-être un petit peu ouvert sur le monde aussi et sur la nature, sur les choses surnaturelles, ce qui fait que il va réussir les épreuves qu'elle lui impose et elle va finir par accepter de devenir sa femme. Je trouve ça, j'aime bien moi le fait que le conteur s'implique aussi dans cette histoire-là. On a lu ensuite La paresse punie, qui était très court comme conte, qui a dû durer une minute. Bon, là, les histoires de femmes qui sont femmes paresseuses qui doivent porter les fagots de bois parce que c'était trop dur de marcher à côté du fagot de bois et qu'il fallait grimper dessus. Enfin, les parties très misogynes comme ça dans des contes, ça peut un peu me saouler. Et donc celui-là, c'est pas mon préféré. Donc la preuve que les Bulgares, ils savent y faire en chanson et en yaourt, peut-être un peu moins en conte. Oh, c'est pas gentil. Non, mais je plaisante. Hein. Mais bon, ce conte-là, c'était pas mon préféré. On a lu Le Cheveu merveilleux. Je trouve que là, donc là, c'est un homme très pauvre qui reçoit une visite d'un enfant en songe. Donc un enfant qui est un envoyé de Dieu, un ange. Et cet enfant-là lui dit donc d'effectuer certaines choses auprès d'une vierge qui est toute belle. Comment est-ce qu'elle est décrite ? Une vierge brillante comme le soleil, les cheveux épars sur ses épaules et nue comme un enfant né. Un enfant nouveau-né, pardon. Qui a le pouvoir de changer quelqu'un en poisson ou en autre animal et de manger en fait sa victime. Là, on est quand même face à une créature surnaturelle. Est-ce que c'est de la roussalka, un truc comme ça ? Je sais pas trop. On est sur un conte serbe. En tout cas, elle est forcément féerique. Elle a jamais vu de miroir. Elle aime bien se parer. Ça fait quand même sirène. Hein. D'inspiration, je trouve que ça fait vraiment sirène. Et
Je trouvais ça étrange, l'espèce de cheveux couleur de sang, qui raconte quelque part ce qui s'est passé depuis. Alors, qu'était-ce donc que ce cheveu? L'empereur le coupa dans sa longueur, du haut en bas, et il eut beaucoup de choses importantes qui s'étaient passées dans les temps anciens, depuis le commencement du monde. C'est quoi qu'elle a en fait dans son cheveu? C'est des révélations de l'histoire du monde? C'est des révélations de choses surnaturelles? Je trouve qu'il est assez inspirant. Je suis assez, pas sceptique, mais je sais pas de quoi ça cause au final. J'arrive pas à me décider. Et ce qui fait que j'ai un petit peu envie de rêver sur ce compte-là. Je trouve ça intéressant. Dans un cheveu. L'histoire du monde dans un cheveu. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Le renard et le loup. Alors là, les pauvres loups dans les contes slaves aussi, comme dans les contes de Perrault et compagnie, ils s'en prennent un peu plein la truffe. Donc, le renard, en fait, il arnaque tout bêtement le loup. Déjà, il a bouffé les poissons du vieillard. Le loup se fait battre. Ouais, en fait, c'est vraiment. On est presque plus sur de la fable que du conte, je trouve. Il faudrait que j'en lise. Là, j'ai acheté des fabliaux du Moyen-Âge. Je pense pas que je puisse les lire à voix haute parce que les traductions doivent être très récentes. Mais je trouve que ça fait très fable. Je pense pas forcément aux fables de La Fontaine. C'est des choses que j'oublie très vite, hein, des formats très courts comme ça, je retiens pas forcément. Mais le renard, on est vraiment sur une figure qui est assez perfide et qui veut arnaquer quelque part. Il veut arnaquer et se moquer du loup. C'est pas très gentil. Ensuite, on avait le chat et le renard. Je l'ai trouvé assez drôle. Alors, on avait deux petites notes de bas de page. Le mot russe qui signifie renard, Lisa, Lissitsa, est en russe du féminin. Et kot, ça veut dire en russe chat. Le mot est formé sur, donc Kotofei, le mot est formé sur Timofei, Timothée. Donc Kotofei, c'est Timothée mais en chat. C'est rigolo. Donc le chat qui est... donc c'est des chats, ça a l'air d'être des chats sibériens. On est quand même sur du gros chaton de 10 kilos et plein de poils et qui sont quand même très massifs et rustiques. Ma sœur, elle en a un qui est croisé. Et un chat qui est... Enfin, moi, ça me fait rire quand il y a des histoires de chats qui sont un peu tout furieux et compagnie. J'ai trouvé ça étonnant, le fait que le chat se marie avec Mademoiselle Renard. Parce que moi, je me dis, s'il y a mariage, il peut y avoir enfant. Et là, comment on fait? C'est pas les mêmes espèces. C'est des contes. Mais... et j'ai l'impression que le loup et l'ours, donc qui sont deux frères, pouvaient faire la cour à Mademoiselle Renard. Et je sais pas, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre comme truc. On dirait qu'elle se sert presque du chat pour qu'on lui foute la paix. J'ai l'impression. Et le chat, quand elle le rencontre, c'est voilà bien des années que je vis dans les bois et je n'ai jamais vu pareille bête. Et j'aime bien le fait que donc c'est la femme du bourgmestre, gna 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 gna. Donc il ment. Un bourgmestre, je pense que c'était l'équivalent d'un maire ou peut-être quelque chose d'un peu plus important que ça. Mais il se donne de l'importance et elle lui en donne aussi en termes de dangerosité. Parce que je pense qu'un chat, même sibérien, c'est quand même largement plus petit qu'un loup et surtout largement plus petit qu'un ours. Parce que les ours en Sibérie, moi je crois bien que c'est de l'ours marron, donc c'est quand même plutôt apparenté peut-être au grizzly, je sais pas trop, mais du gros nounours quoi. Parce que les ours noirs sont plus petits.
J'aime beaucoup regarder des documentaires animaliers. Des fois, je m'ennuie, donc je me matais quelques documentaires animaliers sur YouTube. En fait, ouais, c'est bizarre parce que il est bizarre ce conte. Je sais pas si j'arrive si je l'aime ou pas, si je l'apprécie ou pas. Je trouve qu'il peut être assez fable aussi, assez fabuleux. Enfin, parce qu'au final, ils ont eu la trouille ils ont eu la trouille du chat. Et Madame Renard rappelle le loup et l'ours quand ils s'enfuient. Il va vous en donner. Attendez, attendez. Depuis ce temps, tous les animaux eurent peur du chat. Donc, je sais pas, c'est particulier. Et dernier conte, si je me trompe pas, voilà, on est sur un autre nigo. Là, je trouve assez triste parce que au final, c'est un nigo qui a un espèce de temps de retard pour apporter une bonne réponse à une situation X ou Y. Donc ça fait, il a la réponse X, enfin, à chaque fois il a le temps de retard, ce qui fait qu'il va utiliser la réponse qui était bonne pour la situation précédente, mais la situation actuelle, qui va entraîner une nouvelle réponse, et qui va être décalée. Donc le pauvre gamin, bon, c'est un adulte, mais le pauvre à chaque fois il se fait taper dessus, jusqu'à ce qu'elle l'empêche de sortir. Bah, je trouve ça triste. Cette fut... Cette fois encore, il fut frotté d'importance. Il retourna chez sa mère et raconta son malheur. Elle jura de ne plus le laisser sortir. Il est toujours aussi bête qu'autrefois, mais il ne sort plus de chez lui. Et quelque part, en fait, c'est juste des réponses adéquates, mais qui arrivent en retard et dans des mauvaises situations. Donc le nigo, en fait, il est quelque part décontextualisé. Donc je trouve ça un petit peu triste que lui, il en arrive en fait à ne plus devoir sortir parce que comme il a des réponses décontextualisées qui sont mauvaises, eh ben il se prend de l'agressivité et de la violence. C'est un petit peu dommage. Oh, le prochain conte, il y aura une Vassia, comme dans la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Ardenne. Je m'arrête là parce que ce sont des contes qui sont courts. Je pense qu'il y a peut-être une demi-heure de vidéo à venir. La semaine prochaine, ça va être encore plus court. Il y aura 3 contes. C'est le langage des oiseaux, un conte russe, long, large et clairvoyant, un conte tchèque, et la recette du soldat, un conte russe. Je suis même en train de me demander, j'aurais peut-être pu les lire là maintenant, parce que ça va être vraiment court, c'est pas grave. Ça me fera moins de montage. Et on en aura fini avec le recueil des contes populaires slaves de Louis Léger. Demain, je crois que c'est aussi l'avant-dernier Colette, il me semble. Exact. Et après, il restera du coup... Bah, il en restera un. Parce que l'avant-dernier, bah, c'est celui qui... Avant le dernier, fort logiquement. Je sais pas si j'ai... non. Vous avez sûrement pas eu de vidéo mercredi. Vous en avez peut-être eu une jeudi ou vendredi. Je ne sais pas de quoi ça a causé parce que je ne l'ai pas encore tourné. Je suis en train de tourner le mercredi soir là. Mais je ne sais pas non plus encore quelle sera la vidéo de mercredi prochain. Je suis un petit peu dans le rush là parce que je suis à la bourre sur des comités de lecture. En fait, je pense que j'ai juste mal évalué le temps que ça prenait de lire de façon qualitative, de façon à pouvoir remplir des fiches de lecture qui sont quand même assez conséquentes. Et ce qui fait que je suis en retard. Mais ce n'est pas grave. Je suis en retard, mais je rendrai dans les temps. Et par contre, on aura sûrement ce mois-ci ou le mois prochain une ou deux vidéos sur de la romance. Peut-être un 7 jours, 7 livres, peut-être quelque chose de plus court, mais en 2 vidéos, mais je les ferai pas coller. Parce que j'ai encore 7 bouquins à lire pour le prix littéraire du Salon de la Romance, qui aura lieu à côté de chez moi au mois de juillet.
Ce week-end, normalement, je vais assister, quand la vidéo sera sortie, enfin un peu plus tard, je serai au Mystériel de Redon, qui est un petit festival littéraire plutôt tourné vers l'imaginaire. Il y a notamment l'édition des Trois Nornes et Argile aussi. Donc je pense que je vais acheter quelques bouquins, mais pas trop, parce que j'attends pour une campagne Ulule et j'ai acheté des bouquins d'occasion, mais pas encore. Donc ça va venir. Donc je vais avoir un peu de sortie de sous, donc pas trop. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi, à demain pour Colette, et à bientôt pour d'autres vidéos sur les bouquins. Salut!